les grandes batailles de l'histoire se situent souvent quelque part entre la réalité et la fiction. Ceci est la reconstitution de deux fictions qui ont changé le monde. Une pièce radiophonique qui a convaincu l'Amérique que les Martiens envahissaient la Terre. Et la publication des journaux intimes d'Hitler qui fut le plus grand pari de l'histoire du journalisme. Nous sommes le 30 octobre 1938. En Europe, Adolf Hitler vient d'envahir la Tchécoslovaquie. En Grande-Bretagne, le premier système radar du monde entre en opération. En Amérique, un comité des activités américaines est établi pour statuer sur les comportements étrangers au mode américain. Les États-Unis écoutent la radio. C'est la veille d'Halloween. L'an dernier, il s'est vendu 10 millions de postes de radio. La radio est un phénomène. C'est une source d'information en direct. L'année dernière, les auditeurs ont entendu le président Roosevelt prêtant serment pour son deuxième mandat. Et ils ont été les témoins impuissants du désastre de Hindenburg. Dans un studio radiophonique de New York, Howard Koch, un avocat de 35 ans, met fiévreusement la dernière touche à une pièce sur laquelle il travaille depuis 6 jours. L'échéance approche. Pendant que Koch travaille, comédiens, techniciens et musiciens répètent. La diffusion en direct est prévue dans 30 minutes. Mais le metteur en scène et vedette de 23 ans n'est toujours pas satisfait du scénario, ni de la performance des comédiens. Le Mercury Théâtre est à l'antenne. Un petit instant, mesdames et messieurs, on vient juste de me remettre une dépêche. La compagnie a été créée l'an dernier par le producteur John Houseman, âgé de 36 ans. John, laisse-moi finir. Plus tu m'interrompras et plus ça prendra de temps. John, je t'en prie, laisse-moi finir. Très bien, Carl, on reprend depuis le début. Et le brillant auteur, metteur en scène et comédien originaire du Wisconsin, Orson Welles. Howard, tu utilises trop de synonymes pour décrire le vaisseau spatial des extraterrestres. Bon, Frank, on reprend encore une fois depuis le début. Bien qu'il soit célèbre, Welles s'attire déjà certaines inimitiés dans le monde du théâtre. Il écrit et met en scène depuis l'âge de 10 ans. À l'âge de 16 ans, il se retrouve orphelin. Cette situation donne au jeune prodige toute la motivation et l'indépendance nécessaires pour partir à la conquête de la scène new-yorkaise avec son interprétation de Macbeth, qu'il joue 2 ans auparavant à l'âge de 21 ans. Madame Delaney, une new-yorkaise d'un certain âge, vient de finir de dîner et s'apprête à écouter la radio. À une centaine de kilomètres de là, Maisie Curtis vient de dire au revoir à son fiancé. Hey Maisie! Alors, ton rendez-vous s'est bien passé? Occupe-toi de tes affaires. Maisie et ses 2 sœurs se préparent à passer une bonne soirée en écoutant la radio. C'est quoi ce jeu? C'est ton jeu, c'est comme ça. Ne regarde pas mes cartes. Bien. Au début du XXe siècle, La semaine dernière, la troupe de Wells avait présenté Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Monsieur, j'ai la première scène. non, jetez-moi ça. Cette semaine, dans une dizaine de minutes, ils vont présenter leur adaptation de La Guerre des mondes de H.G. Wells.
En l'espace de 2 heures, Orson Welles sera connu dans tous les foyers américains. Publiée en Angleterre 40 ans auparavant, cette œuvre de science-fiction décrit comment une invasion d'extraterrestres détruit la presque totalité du Surrey et une partie de Londres, avant qu'une bactérie ne finisse par exterminer les envahisseurs martiens. Le romancier H.G. Wells, maintenant âgé de 72 ans, en avait cédé les droits radiophoniques pour les États-Unis à Orson Welles au début de l'année. Plus vite, un petit peu plus vite. Howard Koch travaille au Mercury Theatre depuis 1 mois. Le jeune écrivain est payé 75 $ par semaine, une somme que Wells et Haussmann ont âprement négociée. Pour compléter ses maigres revenus, Koch a réussi à obtenir de conserver les droits d'auteur sur tous ses scénarios. Depuis qu'il a pris connaissance du projet le week-end dernier, il est inquiet. J'ai réalisé que je ne pouvais pratiquement rien utiliser d'autre que l'idée de l'auteur d'une invasion de Martiens et sa description de leur apparence et de leur appareil. En bref, on me demandait d'écrire une pièce d'1 heure, presque entièrement originale, en 6 jours. Les 6 jours précédant la diffusion furent un cauchemar de scènes écrites et réécrites entre une frénésie de coups de fil et de pages qui faisaient des allers-retours incessants avec le studio. Et cette échéance du dimanche suspendue au-dessus de ma tête. Mardi dernier, 5 jours seulement avant la diffusion, Koch et sa secrétaire Anne Froelich avaient travaillé toute la nuit. Quand je suis enfin arrivé au bout de mes peines, vers 2 heures du matin, ça allait mieux. Ils commençaient à s'amuser à détruire l'État du New Jersey. Mercredi à l'aube, le scénario était terminé. Comment va Orson? Ça va. Orson était pressé de travailler le scénario. 3 jours auparavant, Wells avait découvert le scénario pour la première fois. Il avait fait une suggestion révolutionnaire. L'histoire devrait être présentée comme une série de flashs d'informations de dernière minute. Je veux que ça ressemble à un bulletin d'information, comme le désastre du Hindenburg. Je veux que ce soit la confusion, que les gens ne soient pas sûrs de ce qu'il se passe. Pas de problème Orson, mais nous n'avons que 3 jours devant nous. Eh bien, 3 jours. Wells avait compris que la radio était devenue la voie de la vérité indiscutable. Nous avions beaucoup de commentateurs fous de radio à cette époque, des gens qui voulaient nous maintenir hors d'un engagement en Europe, et un prêtre fasciste, le père Coghlan, et les gens croyaient tout ce qu'ils entendaient à la radio. Orson travaillait sur la pièce depuis midi. Ce matin, il avait répété sa mise en scène de La mort de Danton. Il était impatient de terminer La guerre des mondes et de reprendre ses répétitions au théâtre le soir même. Comme d'habitude, il boit ses 2 litres de jus d'ananas et se prépare à commencer. Madame Delaney s'apprête à écouter L'heure de Chase et Sanborn sur la NBC. C'est un mélange de musique et de sketch comiques d'Eddie Bergen et sa poupée ventriloque Charlie McCarthy. Davidson Taylor, le producteur de la CBS, responsable du programme de Wells, est nerveux. Il n'est toujours pas convaincu que La guerre des mondes lui fera faire de l'audience. Le Mercury Theatre en direct a du mal. Il ne décroche jamais plus de 4% des auditeurs. Leur concurrent sur ce créneau horaire est L'heure de Chase et Sanborn, dont la moyenne est toujours aux alentours de 37%. Attendez. Oh non. Maisie Curtis et sa famille sont soulagés de ne pas avoir à subir les nouvelles déprimantes de la situation en Europe. Ces dernières semaines, les auditeurs ont suivi la menace montante du nazisme. Il y avait à peine 4 semaines qu'Adolf Hitler avait envahi la Tchécoslovaquie et l'Amérique se préparait à entrer en guerre. Ce soir, tout est calme, pour l'instant. Il est 20 h, la pièce commence.
La Columbia Broadcasting et ses filiales de radiodiffusion présentent La Guerre des mondes de H.G. Wells par Orson Welles et le Mercury Théâtre en direct. Épuisé, Koch rentre chez lui. Mesdames et messieurs, le directeur du Mercury Théâtre et vedette de ses programmes, Orson Welles. Nous savons maintenant qu'au début du XXe siècle, ce monde était observé de près par des intelligences supérieures à l'homme. Et pourtant tout aussi mortels que lui. Nous savons maintenant que si les êtres humains se plongent dans leurs diverses préoccupations, Mesdames et messieurs, nous interrompons notre programme de musique de danse pour vous faire part d'un bulletin d'information spécial en provenance d'Intercontinental. Pour l'instant, il est clair que l'émission est de la fiction. Mais la plupart des auditeurs écoutaient d'autres programmes, comme L'heure de Chase et Sanborn sur NBC. La séance comique est terminée pour l'instant et Nelson Eddy chante. C'est en général le moment où les gens se mettent à zapper à la recherche d'un autre programme. Pendant les 7 minutes suivantes, les auditeurs tournent le cadran de leur poste de radio. La guerre des mondes prend maintenant la forme d'une émission de musique de danse, interprétée par l'orchestre du studio sous différents pseudonymes. Constamment interrompue de nouvelles brèves. Mesdames et messieurs, à la suite des informations annoncées lors de notre dernier bulletin, il y a quelques instants, le Bureau national des prévisions météorologiques a demandé aux grands observatoires du pays de placer la planète Mars sous haute surveillance. Le nombre d'auditeurs de la guerre des mondes augmente et l'audience habituelle de Wells, de l'ordre de 2 millions d'auditeurs, passe à 6 millions de personnes qui écoutent avec le plus grand intérêt la description du Mercury Théâtre d'une perturbation sur Mars. La plupart des auditeurs ne se rendent pas compte qu'ils écoutent des acteurs. On présente Orson Welles sous le nom du professeur Pearson, un astronome. je dirais qu'il y a 1000 chances contre une. Un instant, mesdames et messieurs, quelqu'un vient juste de remettre un message au professeur Pearson. Pendant qu'il en prend connaissance, permettez-moi de vous rappeler que nous nous trouvons actuellement à l'observatoire de Princeton, dans le New Jersey, où nous nous entretenons avec le professeur Pearson, astronome de renommée mondiale. 92 stations de radio diffusent la pièce de Wells sur l'ensemble du territoire américain. Et de plus en plus de gens se joignent à Madame Delaney, Maisy et sa famille, collés à leur poste de radio au moment où l'imposant météore se pose sur la Terre. Papa, que se passe-t-il? À 20h50, un énorme objet en flammes que l'on pense être une météorite serait tombé sur une ferme aux environs de Grover's Mill, dans le New Jersey, à 34 km de Princeton. Le lundi précédent, pendant sa journée de repos, Howard Koch roulait le long de l'Hudson. Il s'était arrêté à une station-service où il avait acheté une carte routière du New Jersey. Il avait besoin de trouver un lieu propice où poser le vaisseau spatial des Martiens. De retour à New York, je me mis au travail. Je commençais par étaler la carte et, les yeux fermés, à y poser un crayon au hasard. Il était tombé sur Grover's Mill. J'aimais bien ce nom, il faisait vrai. La censure de CBS n'avait pas exigé que les lieux géographiques soient fictifs. Les auditeurs sont collés à leur poste de radio pour écouter les rapports selon lesquels un météore métallique aurait atterri à quelques minutes seulement de chez eux. L'enveloppe de l'engin est sans aucun doute d'origine extraterrestre. En tout cas, cette matière est introuvable sur la Terre. Un instant, il se passe quelque chose.
Mesdames et messieurs, c'est une chose incroyable. Un instant, je vous prie. Quelqu'un appelle. Je vois quelque chose qui sort de ce trou noir avec des disques lumineux. Serait-ce des yeux? Un visage peut-être? En l'espace de 10 minutes, le malaise se répand comme une traînée de poudre. Pour les habitants de Grover's Mill, c'est la fin. Les Martiens sont là. Un groupe de chasseurs du village est envoyé pour repousser les extraterrestres. Et le chef des pompiers bénévoles passe les 2 heures suivantes à réagir à des appels hystériques d'incendies imaginaires émanant de villageois convaincus que les Martiens attaquent. Un instant, s'il vous plaît. 40 personnes au moins, dont 6 représentants des forces de l'ordre, ont trouvé la mort dans un champ situé à l'est de Grover's Mill. Nous ne mourrons pas. Nous allons partir d'ici. Allez, filons d'ici. Vite, vite, chérie, sauvons-nous. Le gouverneur de New Jersey m'a demandé de placer... Dans leur accès de panique et leur désir d'échapper à la mort aux mains des Martiens, le couple perd le contrôle. La chose se tient debout, arc-boutée sur une sorte d'armature métallique. Elle parvient à la hauteur de la cime La des arbres. panique monte et la peur se propage d'est en ouest. Mesdames et messieurs, j'ai une annonce à vous faire. Aussi incroyable que cela puisse paraître, tant les observations de la science que notre propre témoignage oculaire nous font inévitablement supposer que les étranges créatures qui ont atterri ce soir près des fermes du New Jersey feraient partie d'une armée d'envahisseurs en provenance de la planète Mars. Ma femme et moi étions en voiture en train de traverser le nord de la Californie quand nous avons entendu l'information à la radio. Nous n'avions pas le choix. La seule chose à faire était de retourner immédiatement à Los Angeles pour voir nos enfants une dernière fois. Dans la panique, le couple ne réalise pas qu'ils sont sur le point de tomber en panne d'essence, jusqu'à ce que leur voiture tout saute et s'arrête, le réservoir à sec. Nous sommes restés là en nous tenant la main, croyant que ces monstres de martiens allaient apparaître au-dessus des arbres d'un instant à l'autre. Davidson Taylor? Oui? Oui, c'est moi. Davidson Taylor, directeur de CBS, reçoit un coup de téléphone. On l'informe du chaos qui règne dans les rues de New York et dans le reste des États-Unis. C'est la première fois que quelqu'un du studio réalise ce qui se passe à l'extérieur. Ici New Ark dans le New Jersey. Ici New Ark dans le New Jersey. Attention, une fumée noire et empoisonnante s'échappe des marais du Jersey. Attendez les filles. Papa, où vas-tu? 23, 24. Maisie et sa famille sont désespérés. Comme de nombreuses autres personnes du pays, son père en appelle à sa foi pour les sortir de cette crise. Madame Delaney prie elle aussi. À l'écoute de Wells décrivant le gaz martien empoisonné, elle décide de rendre la pièce étanche avec des serviettes mouillées. J'avais décidé de rester enfermée dans ma chambre en espérant ne pas suffoquer avant que le gaz ne se soit dissipé. À ce stade, plus d'1 million de personnes blotties près de leur poste de radio sont dans un état de panique totale, propageant ce même sentiment à tous leurs voisins. Taylor sait que le central de CBS est complètement inondé d'appels et que la police de New York veut interrompre le programme. Il exige que l'on diffuse une annonce. Vous êtes à l'écoute de CBS qui vous présente une adaptation originale de La Guerre des Mondes de H.G. Wells par Orson Welles et le Mercury Théâtre en direct.